Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Boccaïdou. Pour revenir au sujet du jour, j'ai une autre question. Cette année, alors on a cette expérience que le Romfest devient de plus en plus grand. Oui. Que ce soit à Paris, que ce soit à Bordeaux, que ce soit ailleurs. Ce genre d'événements ont tendance à grossir avec le temps. Et puis il y a de plus en plus de choses à voir aussi. Alors qu'on ne rajoute pas forcément des jours. Je pense que ça, par exemple, ça a été quelque chose qu'on a un peu critiqué au Whisky Live. C'est que le Whisky Live est devenu tellement énorme que même si on vient tous les jours, on voit toujours pas tout. C'est un peu difficile. Loin de là. C'est ça. Faudrait déjà prendre une semaine de congé en fait, juste pour faire tout le salon. Comment est-ce que vous appréhendez ça? Comment est-ce que vous préparez ça justement? En faisant, comme disait Jerry, une petite liste, vous essayez de voir au départ, ou vous y allez vraiment comme ça à l'arrache et puis on voit sur place, on décide sur place de ce qu'on veut faire? Pour moi, il y a deux facteurs qui vont être importants. Il y a, comme tu l'as dit, combien de temps on dispose? Est-ce que c'est qu'une après-midi? Alors là, bonjour la galère. Est-ce que c'est une journée entière, 2 jours, voire 3 jours? Moi, cette année, j'y serai 2 jours, a priori. Et ensuite, quel type de visiteur on est et qu'est-ce qu'on attend du salon? C'est-à-dire que entre on va dire le novice un peu intéressé, le professionnel un peu qui va cibler, le jusqu'au boutiste qui veut tout faire, ou l'alcoolique. Il veut tout faire aussi. Alors pas forcément. Du moment que l'effet est là, il peut faire un stand. Beaucoup. Ouais. Il veut faire beaucoup. Vous avez. Il veut pas tout faire, mais qu'il veut en faire le plus possible. Voilà. Bonjour. Vous avez quoi? C'est quoi votre homme le plus fort? Ouais, ça va être ça. Donc voilà. En fonction de ça, du temps qu'on a et de ce qu'on veut faire, c'est ça qui va tout changer. Donc si on s'adresse plutôt à des novices intéressés ou des épicuriens curieux, ai-je envie de dire. Alors eux, s'ils ont une journée, clairement, comme disait Jerry, il faut venir un peu préparé, il faut avoir au moins fait une liste des embouteilleurs, des stands ou des producteurs qui nous intéressent. Qu'on a envie de faire, ouais. Ouais, parce que même si on ne sait pas exactement toutes les cuvées qui vont être présentées, parce que ça, c'est pas toujours simple, il faut déjà un peu cibler soit des producteurs, soit des styles. Qui vont plus nous intéresser. En tout cas, essayer de tout faire, c'est complètement. Déjà en fonction de tes goûts aussi. Ouais. Bon, faire des marques qui correspondent à tes goûts, si tu veux, si jamais il y a des nouveautés, que tu puisses les déguster. Ah ouais, moi je dirais qu'il y a pas mal de nouveautés cette année, apparemment. Donc, Moi, j'encourage vraiment les gens à être scolaires. Alors, moi, je suis peut-être limite un peu trop toqué. Mais je profite de l'heure et demie de train que j'ai de Rouen jusqu'à Paris pour ouvrir le site internet du Romfest, scroller et puis voir toutes les marques présentes. Et puis je note toutes les marques effectivement qui m'intéressent, soit parce que j'ai entendu qu'il allait y avoir une nouveauté, soit parce que j'ai pas goûté depuis longtemps, soit parce que je me dis tiens, découvrir une marque. Voilà, exactement. Et comme ça, sur mon iPhone ou n'importe quel téléphone, on a un petit mémo et pendant le truc, on se dit ah tiens merde, je savais plus où aller. Je vais aller là. Il faut vraiment que j'aille goûter ça, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser que ce serait intéressant. Moi, je trouve que ce serait intéressant. Peut-être que c'est le cas cette année. À vrai dire, je suis pas allé vérifier sur le site, mais de savoir quels sont les rhums présentés par tel et tel sur tel ou tel stand, quoi. Parce qu'il y a des fois, et alors encore une fois, on ne peut pas tout faire. Mais moi, il y a des fois, à l'issue des 2 voire 3 jours passés sur le festival, que ce soit le Romfest ou un autre, où à la fin, il y a des gens qui vont me dire « Oh putain, t'as goûté, machin, c'était trop bien ». Je fais « Quoi, il y avait ça aussi ?» Et à chaque fois, ça m'arrive. Et à chaque fois, il y a des trucs que je découvre a posteriori, ce qui est un petit peu énervant quand c'est des trucs qui sont susceptibles de m'intéresser. Donc, j'aimerais bien avoir cette liste. Bon, j'imagine que c'est un peu compliqué parce qu'il doit aussi y avoir des exposants qui ne savent pas forcément ce qui va arriver jusqu'au dernier moment. Et puis on va surtout mettre en avant les nouveautés en fait, et pas forcément toutes les références de toutes les marques. Ce qu'il faut absolument, mais il y a des fois, même les nouveautés, on le sait pas avant, quoi. Et puis, t'as les exposants qui ont aussi les bouteilles de dessous de table. Alors, et puis il y a ça. Ils ont sorti ça, vas-y, ils vont te faire goûter. Et puis après, les organisateurs n'ont pas forcément toujours toutes les références que les gens vont exposer.
Ça, c'est un conseil qui est important. Alors, en parlant de conseils, on a un petit conseil qui nous vient tout droit de Stéphanie Dufour, donc maître de chef, qui nous regarde et qui nous dit qu'il est aussi important de s'humecter les lèvres régulièrement et de s'hydrater entre les échantillons, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais effectivement, le fait d'humecter les lèvres pour éviter qu'elles se dessèchent avec l'alcool, c'est peut-être pas con. Est-ce qu'on peut le faire avec une partenaire? Alors, en tout cas, Olivier, on ne peut pas le faire avec du rhum. Ça ne marche Écoute, pas. Une bouteille. je vais envoyer le replay à ton épouse et puis elle te répondra. Hein, voilà. Quand je dis une partenaire, je pensais bien sûr à ma femme. Ah, d'accord, elle vient. Ça, c'est super sympa. Tu fais les sticks hydratants pour les lèvres. Tu prends. Ah oui, aussi. Il y en a en robe d'ailleurs. Alors, ensuite, on a Nico Ramlover qui nous explique comme quoi il fait toujours un programme, mais qui ne le tient jamais. Ça me rappelait Christine Lambert qui expliquait ça aussi sur le Whisky Live dans ses articles, qu'elle y allait très scolairement, puis au bout de 10 minutes, elle croisait 15 personnes qu'elle connaissait au stand. C'est un peu le problème. C'était perdu. Ouais. C'était raté. Et je pense que Nico, c'est aussi parce que tu te fais embringuer par des gens. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, bah c'est ça en fait. C'est surtout l'effet de foule parfois qui fait ah tiens, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais on va goûter un truc. Enfin, et puis ça finit en soirée bistrot. Alors, quelle brochette de beau gosse santé les amis. Ah bah ça c'est toujours gentil, merci beaucoup. Qui dit ça? Je suis tout à fait d'accord, mais qui dit ça? Cyril Deschman nous dit ça, du Rhum Cartel. Il a grave raison, bravo Cyril. Mais grave, hein, ce monsieur a du goût. Ce monsieur a du goût. Il dit ça pour Olivier et Laurent. Je pense, ouais, quand il a parlé de partenaire, il n'a pas dit que c'était partenaire féminin ou masculin, du coup il s'est senti. C'est vrai, on est en 2023 les amis. Nous sommes en 2023, voilà, c'est ça. Et le mariage pour tous, ça fait 10 ans aujourd'hui. Hein, donc, voilà. Alexandre B, à nouveau, le fameux, nous dit que c'est pour cela qu'il y a le bar des nouveautés. Toutes les nouveautés, innovations du salon, vient des nombreux. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas tort. Au Rumfest, il y a cette excellente idée, qui existe depuis quelques éditions depuis. Ouais, effectivement. Après, il faut juste voir qui est derrière le bar. Il y a des fois, je crois que c'est Alexandre B, des fois. Aïe. Ah, bah, il me semble que c'est Alexandre B lui-même en personne. En personne. Alexandre B et Marc B, bien souvent. Voilà. Et Marc B, c'est la même famille. Au plus large sourire, qui souvent donne envie. Aux plus belles bretelles, en tout cas. Et chemises à fleurs. C'est vrai. Il peut faire un peu peur. Non. Qu'est-ce que vous redoutez? Est-ce que vous redoutez quelque chose déjà? Mais qu'est-ce que vous redoutez là, par exemple, pour ce prochain Rumfest Paris dans quelques jours? Avant de redouter, je voulais dire que aussi pour les novices, que non seulement on peut goûter, mais on a aussi accès à des maîtres de chai, à des distillateurs, donc c'est l'occasion aussi. Alors, ça, c'est très intéressant, effectivement. Voilà, de discuter un peu, si on le peut, avec ces gens-là qui ne sont pas forcément... ils ne sont pas forcément en contact ou n'ont pas eu l'occasion de et notamment avec les étrangers surtout. Donc, c'est une bonne occasion d'échanger aussi avec des professionnels. Oui. C'est même assez impressionnant. Hein. C'est vrai que des fois, les marques envoient des gens que tu ne croises pas sinon. Hein. Je pense à Daniel Baudin de Trois-Rivières-la-Monie. C'est quand même impressionnant quand tu sais qui c'est de dire qu'il tient un stand, quoi. Mais ça ne veut pas dire que c'est dévalorisant de tenir un stand, mais ça veut dire quand même qu'il y a certaines marques qui mettent des gens au savoir quasiment, on va pas dire infini, mais en tout cas qui connaissent la marque comme personne, dans un job finalement que d'autres marques que je vais pas citer pour pas me faire d'ennemis, mais on voit malheureusement des hôtesses d'accueil très sympas, mais qui un jour bossent pour telle marque et puis le lendemain travaillent pour une marque de parfum. Et puis, après, ce sont des choix stratégiques et commerciaux aussi. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'un maître de chai, à la base, c'est pas dis-nous qui qu'on n'aille pas sur ces stands. Je dis pas le contraire, mais tu vois, moi je prends l'exemple. Allez, on va balancer. Vas-y, balance. Je me souviens, il y a quelques années, Clément avait eu l'idée de mettre quelques jeunes filles très sympathiques, très jolies, tout ce que tu veux. Tu leur posais une question, mais vraiment anodine, et à l'époque, vraiment, j'y connaissais encore moins que maintenant. Mon Dieu, c'était terrible, quoi. Et à côté de ça, t'allais chez Trois-Rivières, tombais sur Daniel. Bonjour, oui, vous faites quoi, vous, à la distillerie? Je suis le maître de chai. Ah bon, c'est bien. Ok. Donc voilà.
La cible n'est peut-être pas la même aussi en fonction des marques. C'est-à-dire qu'il y a certaines marques qui vont peut-être essayer de cibler un peu plus large et du coup d'avoir un stand peut-être un peu plus aguicheur, que ce soit via des hôtesses ou des hôtes ou même une déco, des fois un peu plus tendance. Même en termes de déco, tu remarques qu'il y a certaines marques qui font des efforts vraiment pour faire de jolies décos, des bars, des trucs comme ça, proposer des cocktails pour attirer le plus de monde possible. Là où d'autres marques qui ont peut-être des produits tout aussi bons, n'auront peut-être pas forcément les moyens ou ne feront peut-être pas forcément tous ces efforts pour se mettre en valeur. Donc je pense que voilà, ce sont des choix stratégiques et commerciaux à un moment donné. Après, c'est vrai que ces dernières années, les maîtres de chais sont notamment dans le domaine du rhum agricole, mais pas que. Je pense notamment à des Richard Seale ou des gens comme ça, ou des Alexandre Gabriel, etc. L'important, ce sont un peu devenus des rockstars et que du coup, les approcher compliqué et que quand ils se déplacent sur ce genre de salon, ça fait très vite des mouvements de foule et tout le monde veut leur parler, tout le monde veut leur poser des questions, tout le monde veut faire des photos avec. Enfin voilà, c'est un peu comme avec Jerry quoi. Et donc voilà, il y a un peu ce phénomène-là. Après, je comprends qu'il y a peut-être pas toutes les marques qui souhaitent faire ça, qui souhaitent faire reposer leur produit ou la marque sur un seul personnage. Non, mais je dis pas ça non plus. Mais tu vois, regarde, regarde, Benoît, toi, tu étais un bon exemple, c'est-à-dire que tu n'étais pas maître de chais. Je suis vraiment un bon exemple. Je ne sais pas, je n'irai pas jusque-là. Non, mais tu vois, toi, tu n'étais pas quelqu'un tu vois, qui recevait un mail 3 jours avant d'une fiche pas le salon d'automobile avant, tu vois. C'est ça, exactement, tu vois. Enfin, je veux dire, il y avait quand même... de manière générale, je n'ai jamais reçu une fiche produit 3 jours avant. Non, tu vois, enfin, après, j'en sais rien, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu connaissais ton truc, tu vois. Je pense qu'il y a un entre-deux qui connaissent bien. C'est-à-dire qu'après, alors, tu fais encore une différence entre un brand ambassadeur et des hôtesses. Voilà, c'est ça. C'est ce que disait juste de manière ponctuelle, un brand ambassadeur, de manière générale, c'est quand même quelqu'un qui représente la marque sur la durée. Alors, tu m'as cité comme exemple, mais après, je prends un exemple comme Stéphane Martin, qui était avec nous il y a 2 semaines, ou Jonathan Almonté, voilà, qui fait ça depuis des années, tout le monde le connaît, il connaît tout le monde, lui-même ne distille pas, clairement pas, du moins pas que je sache. Il connaît les produits. Mais par contre, il connaît ses produits sur le bout des doigts et il sait mettre une certaine ambiance, il sait mettre les gens à l'aise. Et je crois que le brand ambassadeur, pour le coup, c'est ça son taf. Mais il doit aussi pouvoir répondre à un certain nombre de questions plus techniques. Ça fait partie du job. Et des fois, oui, s'il y a le privilège d'avoir des gens de la partie technique sur place qui en plus présentent bien et ont la patience et souhaitent transmettre ça directement aux clients. Après, il ne faut pas oublier. Pour eux aussi, c'est très important d'avoir un retour direct de la part du consommateur. Parce qu'un maître de chais qui est enfermé dans sa distillerie, sur son île ou dans son pays lointain, souvent, il est dans son truc, il est entre ses 4 murs et il ne sait pas ce qui se passe dehors. Si on ne lui rapporte pas, il ne connaît pas les tendances, il ne connaît pas les réactions, il ne sait pas vraiment. Et il y a beaucoup de trucs qui sont... Il y a un exemple qui est toujours flagrant. Encore aujourd'hui, on va dans certains pays... on parle avec des maîtres de chais et on leur parle par exemple de brut de fût. Voilà, je me souviens quand on est arrivé en Martinique au départ, on parlait de brut de fût, mais tout le monde disait non mais vous êtes tarés, ça se boit pas, etc. Alors que c'était une réelle tendance sur le marché européen. Sauf que comme ils n'ont pas le contact direct avec le consommateur, ils s'en rendaient pas compte. Et il a fallu que ces gens-là viennent finalement sur ce type de salon, se rendre compte que tiens ça plaît. Pour commencer à développer ça au sein de leur gamme. Et alors j'ai pris l'exemple des bruits de fût, après il y a d'autres exemples de ce genre-là, mais effectivement ça leur permet un peu de sortir et de voir ce qui se passe, la tendance d'appréhender la tendance du marché. Justement, on peut dire aussi que c'est grâce à ces salons-là que finalement les directions de certaines marques ont pris conscience qu'il fallait que leur maître de chais aille voir un petit peu ce qui se passe. Bien sûr, complètement. Non seulement au contact des consommateurs, mais aussi au contact des autres marques, parce que le maître de chais il va aller aussi voir ce que fait la concurrence. Voilà, et goûter à des choses différentes. Donc, bien sûr. Ça, on a vu cette évolution-là, nous qui sommes là, qui suivons les salons depuis quelques années, on a vu l'évolution se faire pour beaucoup de marques. Ouais. Donc voilà, tout ça effectivement est aussi important. Mais comme le dit, je reprends le commentaire de Nico là, qui lui dit tout à fait, je n'ai rien contre les brands ambassadeurs et certains sont vraiment bons, mais c'est vraiment appréciable de pouvoir rencontrer un personnel technique de la distillerie. Alors ça sera peut-être pas appréciable pour tout le monde. Il y a des gens, ils s'en foutent. Pour eux, c'est juste le goût, c'est bon, c'est pas bon, point.
que ce soit distillé en colonne, multiple ou pas, avec tel type de canne, etc. Il y a des gens, ils s'en foutent royalement. C'est vrai. Mais dans notre cas, voilà, le côté un peu geek, bah, ça va peut-être nous intéresser. Je comprends que ce soit pas le délire de la masse. Quelqu'un qui va boire un rhum arrangé avec des arômes mal faits, un truc comme ça, mais par contre il trouve ça bon, il va s'en foutre un peu de comment c'est fait. Je pense que en effet, le fait d'avoir un maître de chai, un responsable de prod ou que sais-je, c'est bien pour vraiment des gens qui sont un peu pointus, on va dire. Oui, voilà. Après, Une partie si du c'est public. plus, ouais, il y a la majeure partie du public, je pense que, comme tu disais, le goût va être important, mais mine de rien, avoir quelqu'un sans que ce soit nécessairement un Daniel Baudin, par exemple, ou un Alex Bobby, qui va raconter quand même un peu une histoire. Alors je dis pas y aller avec mettre des fleurs et des arcs-en-ciel partout, mais J'ai trouvé des fûts dans la jungle, des trucs comme ça, non? Des fous dans la jungle. Mais c'est pas forcément Quel accent. nécessaire. Ouais, je sais pas si c'était espagnol ou je sais pas où je suis parti. En tout cas, le fait d'avoir quelqu'un qui parle quand même un petit peu des produits, qui parle un petit peu de la distillerie ou de l'embouteilleur, sans aller dans des détails trop techniques, ça a déjà une énorme valeur pour des gens qui débutent ou qui connaissent déjà un peu, mais qui connaissent pas toutes les marques, qui connaissent pas toutes les prods, etc. quoi. Mais comme je disais, je pense que c'est là où c'est ça, pour le coup, pour moi en tout cas, c'est vraiment le rôle du brand ambassadeur qui doit pouvoir interagir, qui doit pouvoir être dans la capacité d'interagir autant avec les personnes techniques qu'avec les gens qui sont juste venus pour déguster, pour avoir du fun, pour passer un bon moment, et peut-être avoir un côté, je sais pas, plus festif ou plus chaleureux, etc. Je pense que c'est là le rôle idéal du brand ambassadeur. T'imagines Olivier qui nous racontait son expérience On nous dit que c'était un accent cubain. Le stand, ouais, c'est possible. Sur le stand Clément, t'imagines en même temps, les pauvres hôtesses, ça se trouve, elles connaissaient leur truc, mais il y a un gars, je vous rappelle, qui n'a pas craché depuis 4 heures qu'il est sur le salon. Il arrive, il fait. Alors, c'est lequel qui marche le mieux avec des glaçons en forme de flingue? Mais c'est faux parce que c'était pas du tout à ce même Rumfest. Arrête, on le sait. Et t'imagines la pauvre meuf en face, qu'est-ce qu'elle. Bah, elle sait pas quoi répondre, évidemment. Elle veut pas être mal polie. Et puis, elle sent bien que le mec, il est aviné ou aromé et qu'il pourrait s'énerver rapidement, quoi. Donc, je la comprends, la pauvre. Vil individu, Olivier Scars. Alors, pour revenir sur ma question précédente, est-ce qu'il y a quelque chose que vous appréhendez peut-être sur ce croiser Laurent là pour le prochain T'inquiète pas, je viens les jours où t'es pas là. Non, ce qu'on appréhende, moi ce que j'appréhende, c'est qu'effectivement il y ait énormément de monde et qu'à partir d'une certaine heure, j'ai justement un peu trop de monde, un peu aromé. Ça, c'est ce qu'on peut craindre. Enfin, oui, mais on s'est organisé pour tes photos, il y aura une file cette année. T'inquiète pas. Non, mais j'ai vu, il y a un stand. Jerry. Il y a un stand de Jerry cette année. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une tendance qui est pas bête de la part du Rumfest. Je ne sais pas si le Rumfest Bordeaux suit la même logique ou pas. Je pense plutôt que c'est l'inverse, mais vas-y, dis toujours. Qui est d'augmenter les prix des tickets d'entrée, parce que j'ai souvenir des 2-3 premières éditions où c'était des cadeaux, le Rumfest. Ça devait être tout était illimité, quoi. Et maintenant, on n'est plus du tout sur ces tarifs-là, ce qui a, à mon sens, a le bon côté de trier un petit peu, et les gens qui avaient envie d'aller dans un open bar, du coup, se disent, oh, ça commence à faire un peu cher l'open bar. Il y a une sélection naturelle qui se fait, effectivement. Après, de l'autre côté, malheureusement, il y a des dégâts collatéraux dans le sens où tu as peut-être des gens qui n'ont pas forcément les moyens, qui auraient souhaité le faire sérieusement, peut-être, mais qui, n'ont pas forcément rien, que ce soit des étudiants ou autres. T'as raison. Je sais pas s'il y a des prix étudiants. Alors, c'est vrai quand même que il y a les deux. Ont augmenté, mais on a quand même accès à énormément de dégustations gratuites.